Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Olympfit, c'est Alex, comme d'habitude, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation tension-longueur d'un muscle ou de la relation force-longueur. Les termes tension et force sont ici interchangeables. Donc la relation tension-longueur fait partie des propriétés de base de la contraction musculaire et en musculation, elle est souvent mal comprise. Le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'est cette relation tension-longueur et pourquoi elle n'est pas vraiment utile d'un point de vue pratique en musculation. Du coup, cette vidéo va être plutôt théorique, avec bien sûr toujours un parallélisme avec la pratique, mais les notions que nous allons voir ensemble aujourd'hui seront des notions qui vont être présentées d'une façon très simplifiée pour que vous puissiez tous comprendre et suivre la vidéo. Je vais parler bien sûr un peu de physiologie, je suis obligé, mais rassurez-vous, je vais me contenter uniquement du strict nécessaire. Alors pour comprendre la relation tension-longueur, on est obligé de revoir la physiologie de base de la contraction musculaire. Alors regardez ici, vous avez la représentation d'un muscle qui est composé de plusieurs faisceaux. Ces faisceaux sont eux-mêmes divisés en plusieurs fibres musculaires. Une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire avec plusieurs noyaux et toute une machinerie cellulaire dont les fameuses myofibrilles, qui sont composées de protéines contractiles. Les plus connues sont l'actine et la myosine, que peut-être vous connaissez déjà. Ces protéines contractiles sont agencées en plusieurs structures qui se suivent en série les unes par rapport aux autres, qu'on appelle les sarcomères. Donc ici, le plus important pour nous, c'est de comprendre que le sarcomère, c'est vraiment l'unité contractile de base qui est responsable de la contraction musculaire. Ici, vous avez une très belle représentation faite par Anatomie 3D Lyon, une chaîne qui est indispensable pour toute personne qui s'intéresse au bon fonctionnement du corps humain. Je ne suis pas en train de faire une pub, c'est vraiment mon avis et mon ressenti sincère. L'actine est tractée donc vers le centre du sarcomère grâce au pont actine-myosine et ceci se fait bien sûr de façon simultanée sur l'ensemble des sarcomères en série tout au long de la myofibrille, ce qui provoque la contraction concentrique et le raccourcissement du muscle. Alors bien sûr, plus le nombre de têtes de myosine en contact avec l'actine est important, et plus la force et la tension générée va être aussi importante. Je vais essayer de vous illustrer ça. Alors regardez ici, on va représenter ensemble la relation tension-longueur d'un muscle. Donc ici j'ai un graphique qui représente la tension en fonction de la longueur et on va dessiner ensemble cette courbe en prenant comme référence 5 longueurs différentes. On va commencer, donc ça, ce que vous voyez ici en bleu, c'est la myosine, hein. La myosine qui est au centre du sarcomère, comme on l'a vu ensemble. Et moi je vais dessiner l'actine autour de la myosine, suivant 5 longueurs différentes. On va commencer par un muscle étiré à son maximum, donc une longueur maximale. Et dans cette configuration-là, l'actine, elle est comme ceci. Hop. Donc le trait en haut et le trait en bas, c'est l'actine. Le trait ici, il représente les stries en Z, mais on s'en fout un peu. Et puis je ne vais pas non plus dessiner la titine, qui est aussi une protéine qui fait partie des protéines contractiles au sein d'un sarcomère. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces deux brins, actine, et les ponts ici, les têtes de myosine. On peut voir que dans une position d'étirement maximal, vous voyez, j'ai dessiné 16 têtes de myosine au total, 8 de ce côté et 8 de ce côté. Et dans cette configuration d'étirement maximal, aucune des têtes de myosine ne peut se lier à l'actine pour la tracter vers le milieu. Donc j'ai 0 pont sur 16. Et dans cette position, bien sûr, je ne peux produire aucune force. Donc je suis ici. Je suis à 0 force, avec une longueur maximale. Si je raccourcis un peu plus mon muscle, je vais me retrouver dans cette position. Hop. Donc ça, c'est mon actine. Et dans ce cas-là, j'ai quand même quelques ponts d'actine-myosine qui sont possibles. D'accord? Donc j'en ai 8 sur 16 qui sont possibles ici. Donc avec 8 sur 16, je peux produire environ 50% de force. D'accord? Avec une longueur, du coup, un peu
un peu moins étiré du muscle. Donc je vais me retrouver sur ce point-là. Hop, je commence à dessiner ma courbe. Si je continue avec la même logique, donc je raccourcis encore un peu plus mon muscle, je vais me retrouver dans cette position, dans cette configuration optimale, hop, où j'ai l'ensemble de mes têtes de myosine qui peuvent se lier à l'actine. Et donc j'ai 16 ponts sur 16. Dans cette configuration-là, je peux produire 100% de force, puisque l'ensemble de mes ponts actine-myosine peuvent se faire. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc hop, je vais être ici, et ça, c'est vraiment la position, la longueur optimale, donc c'est la référence 100%, la longueur optimale du muscle. Ici, j'étais un peu étiré, j'étais environ à 130%. Ici, j'étais à un étirement maximal à environ 170%. D'accord? Et ici, c'est la longueur optimale de repos à partir de laquelle je peux produire 100% de force. Maintenant, si je contracte encore plus mon muscle, je vais me retrouver dans cette configuration, hop, où je commence à avoir un chevauchement entre les protéines d'actine. Et donc, mes ponts actine-myosine peuvent être possibles ici et ici, mais pas là ni là. Donc du coup, je retombe à 8 ponts sur 16. D'accord? Ceux qui sont ici ne peuvent pas se faire parce que les protéines d'actine se chevauchent. Et donc du coup, à cette longueur-là, je retombe à 50%. Et ici, je suis à peu près à 70% de ma longueur optimale. Si je contracte encore plus mon muscle, donc je me retrouve dans une position de contraction maximale, hop, j'ai l'ensemble de mon actine qui vont se chevaucher. Et donc je n'ai plus aucun pont possible entre l'actine et la myosine. Et donc je retombe à 0 sur 16. Et donc hop, je retombe ici à environ 50% de la longueur optimale. J'ai 0 force. Parce que je ne peux pas avoir de pont entre l'actine et la myosine. Et donc voici pour la relation tension-longueur. Donc ce qu'on vient de voir ensemble, c'est la fameuse relation force-longueur. Cette courbe représente la relation entre la force et la longueur d'un muscle. Ce sont des choses qui ont été étudiées en laboratoire, in vitro, d'accord? C'est-à-dire sur des muscles arrachés du corps. In vivo, les choses ne se passent pas exactement de la même façon. Les longueurs que peut prendre un muscle naturellement, dans la vraie vie, dans le corps humain, dans un corps humain vivant, d'accord, se situent dans cette zone entre 70 et 130% de la longueur optimale au repos. 70% correspond à une position de raccourcissement maximal d'un muscle, sauf que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent en musculation, d'accord, ni dans n'importe quel autre sport d'ailleurs. On n'est jamais dans des positions d'extrême raccourcissement musculaire. C'est pareil pour les 130%, d'accord? 130%, c'est un étirement physiologique maximal d'un groupe musculaire, qu'on ne retrouve pas non plus vraiment en musculation, sauf peut-être sur quelques exercices d'isolation, mais en tout cas certainement pas sur des exercices polyarticulaires. On ne le retrouve pas non plus dans d'autres sports, mis à part peut-être le yoga. Tout ceci pour vous dire qu'en musculation, vu qu'on n'est jamais à 70% et qu'on n'est pas non plus à 130%, ben on va être autour de cette position de repos à 100% et on va tout le temps être au niveau de ce plateau haut de cette courbe. D'accord? Et donc la tension générée par nos muscles ne va pas vraiment changer en fonction de la position raccourcie ou rallongée d'un groupe musculaire. On va prendre un exemple pratique pour essayer d'illustrer un peu tout ça. Si, déjà sur des exercices polyarticulaires, c'est sûr qu'on ne va pas être dans des positions de raccourcissement ou d'étirement maximal d'un muscle. C'est des choses qu'on pourrait peut-être observer sur des exercices monoarticulaires. Par exemple, sur du biceps curl sur banc incliné.
Alors je suis sur le banc incliné, en bas du mouvement, tout en bas du mouvement, si je contracte mon triceps et que j'ouvre au maximum le coude, je vais avoir un étirement important du biceps. D'accord? Et vous savez tous que dans cette position, j'ai très peu de force. Le muscle est étiré, les pontes d'actine-myosine ont du mal à se faire, et donc automatiquement cette position n'est pas une position à partir de laquelle je peux produire beaucoup de force. Mais si je prends la situation inverse, donc quand je suis en haut du mouvement, si vraiment je fais une flexion maximale du biceps avec une flexion du coude et de l'épaule, dans cette position, normalement, d'après la théorie, d'après la relation tension-longueur, je n'ai pas non plus beaucoup de force. Puisque, pareil, les ponts d'actine-myosine, il y a chevauchement entre les protéines d'actine et les ponts ne peuvent pas se faire correctement. Donc cette position ici avec l'haltère devrait théoriquement être difficile à maintenir, sauf que vous savez tous que ce n'est pas vraiment le cas, surtout si je travaille vraiment avec des haltères. Ici, c'est une position qui est plutôt facile à tenir. Pourquoi? Ceci ne s'explique pas par la relation force-longueur, comme on vient de voir ensemble. Ceci s'explique par quoi, à votre avis? Tout simplement par ce qu'on appelle les bras de levier. Par le type de bras de levier et par la longueur du bras de levier. Les bras de levier sont très importants en musculation. C'est eux qui vont déterminer ce qu'on appelle la courbe de force d'un exercice. D'accord? Et ce sont des notions qui sont beaucoup plus utiles et pratiques que la relation tension-longueur. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur la courbe de force et sur les résistances variables, comme par exemple les élastiques ou les chaînes, dites-le moi dans les commentaires et si vous êtes assez nombreux, je ferai avec plaisir une vidéo sur ce sujet. Donc pour revenir à notre relation tension-longueur, comme vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est utile ou pratique en musculation, surtout pas pour le développement de la masse musculaire ou de la force. Par contre, c'est quelque chose qui peut être un peu plus important en préparation physique pour nous aider à comprendre les positions optimales de production de force dans certains sports, comme par exemple la position dans les starting blocks pour un sprint, ou la position d'un cycliste sur son vélo. La relation tension-longueur peut aussi être importante pour mieux comprendre la relation force-vitesse et la relation force-puissance, puisque les trois sont liés. Voici donc pour cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer un peu ce que c'est la relation tension-longueur et pourquoi en musculation elle n'est pas vraiment utile. Je ferai peut-être une prochaine vidéo sur les courbes de force, c'est beaucoup plus intéressant. En attendant, je vous demande d'aimer et de partager pour en faire profiter au plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.